Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez. Il faut dire qu'on s'entendait bien que le président devra prendre sa décision finale. Donc, pour nous, on savait que comme les arrangements particuliers n'ont pas été signés, il est totalement hors de question qu'un Premier ministre ici du rassemblement soit pris. Et donc, pour nous, c'est un non-événement. La crise reste pendante et c'est pitoyable pour notre peuple parce qu'on ne va pas non plus organiser les élections, on ne va pas résoudre les problèmes socio-économiques et donc on va rester véritablement dans une situation volatile au détriment de tout un peuple parce qu'on aurait souhaité que cette fois-ci au rien, on arrive à avoir un gouvernement, un cas de surveillance mutuelle où nous nous partageons les rôles, nous nous engageons dans la direction d'organiser les élections, mais malheureusement, telle n'est pas la volonté de la mouvance présidentielle. Bon, la décision a été prise. Notre ami Bruno Tshibala a été nommé Premier ministre. Bon, il appartient maintenant à la majorité présidentielle, parce que c'est ça en fait. Il n'est plus du Rassemblement. Non, il n'a plus été du Rassemblement, parce que Bruno Tshibala a été secrétaire général adjoint de l'IDPS. L'IDPS avait pris position qu'on devrait d'abord signer pas, les accords, les arrangements particuliers. Et donc au moment où on entendait que le chef de l'État va mettre l'eau dans son vin pour appeler les rassemblements de manière qu'on examine les tenants et les aboutissants pour décrisper la situation politique, c'est au même moment qu'il donne 48 heures pour que les rassemblements puissent discuter. Entre-temps, dans les 48 heures, il nommerait un Premier ministre. C'est qu'effectivement, il avait un Premier ministre dans son frigo. Il a sorti, et c'est Bruno Tshibala qui porte l'étiquette du Rassemblement, or n'étant pas du Rassemblement. Et on sait comment ils ont joué ce jeu, on sait comment ils ont mis en place ce schéma, cet agenda stratégique. C'est pitoyable. C'est pitoyable parce que la classe politique du Congo est dans un processus de démolition, j'allais dire de discrédit, de disqualification. Vous savez comment les gens qui étaient du coup des guélards, n'est-ce pas, avant 2013, sont devenus, ils sont entrés au gouvernement. En 2013, après les concertations, et voilà, les guélards qui étaient appelés à la cité de l'EIA sont entrés au gouvernement. 3 mois après, on les met dehors, on disqualifie parce que plus personne n'aura la force et l'énergie nécessaires pour défendre quoi que ce soit. Et puis finalement, on part à la Senko, on laisse toujours le problème à moitié, on résout le problème à moitié. Et puis bon, voilà, on nomme Tshibala et compagnie, tous ceux qui aujourd'hui étaient des galères avec des déclarations martiales, se faisant véritablement des tshisekidistes, des opposants, des carrières, des pionniers. Et voilà, ils sont pris dans l'engrenage. Donc il y a toute une stratégie de disqualification et de maintenance au pouvoir. Et disqualifier l'élite politique, parce que l'élite vit dans une pauvreté absolue, abjecte, etc. Et chaque fois qu'on a besoin véritablement d'augmenter de jours ou dans son séjour au pouvoir, et donc on utilise la classe politique. On va aller jusqu'où? Le Congo, c'est une méga nation. Le Congo, c'est 4 fois et demi la France. Le Congo, c'est 9 fois le Japon. Le Congo, c'est 120 fois le Luxembourg. Le Congo, c'est 100 fois le Rwanda. 250 fois Sao Tomé Principe. On va aller jusqu'où, Seigneur? On va aller jusqu'où? Si c'est ça véritablement le mode de gestion de la République. Moi, j'ai toujours pensé que la démocratie est une gestion de contradictions. On peut ne pas s'entendre, mais on va toujours dégager un consensus. Dans cette compréhension mutuelle, on peut véritablement valider la performance de notre pays. Mais bon, alors maintenant, si on va aller comme un chien, comme si on va aller comme dans une approche Pavlov. Parce que vous savez, Pavlov, c'est un psychologue, il a conditionné les chiens. Et comme il avait conditionné les chiens, il avait une heure où il les appelait pour manger. Et chaque fois qu'il sonnait, les chiens venaient manger. Un jour, parce que les chiens étaient déjà conditionnés à venir manger, il a sonné, mais il n'a pas laissé la nourriture pour que les chiens puissent manger. Et quand il a sonné, les chiens sont arrivés. Il n'y avait pas la nourriture, mais les chiens étaient en train de saliver, étaient en train de baver. Et donc, un chercheur disait il n'y a pas longtemps que si vous voulez dominer la classe politique du Congo, il faut jouer le jeu de Pavlov. C'est-à-dire que chaque fois que vous voulez les avoir, créer ce qu'on appelle les dialogues ou les concertations. Ils vont venir, chacun avec sa farde de chemise. Et à ce moment-là, vous allez les opposer.
Certains seront restés au gouvernement et vous allez avoir un apaisement temporaire. Et alors la crise va rester en incubation. Et au même moment que, parce que la crise est restée en incubation, si ça commence à monter, vous sonnez encore. Et vous allez voir, les gens vont venir, etc. Ils vont commencer à se faire nommer. Après, quand il y aura une autre crise, il y aura un groupe qui n'est pas là, vous dites encore dialogue. Et donc, vous pouvez rester pendant un siècle tant que vous jouez véritablement ce jeu, parce que les politiques congolais n'ont pas de métier. Tu es journaliste, tu peux avoir ton métier. Tu es journaliste et tu fais la politique. Mais comme on a dans sa carte d'identité politique, vous avez même suivi, même ceux qui sont restés au rassemblement, maintenant ils commencent des déclarations incendiaires parfois, pour dire, écoutez, ils commencent à critiquer les rassemblements tshisekidistes, et maintenant dans le sens de jeter la maison au pain de Bruno Tshibala, que je connais, qui est un pote, moi, c'est pas un problème. Mais je me dis, est-ce que c'est nous comme ça qu'on va continuer à travailler pour l'ensemble de notre peuple? Est-ce que vous pouvez imaginer que Bruno, qui lui, il est secrétaire général, il était secrétaire général adjoint, prend position, va aller se rassembler avec un autre groupe, se réclamant rassemblement, lui en tant qu'individu qui a signé l'acte d'engagement de Geval au nom de l'IDPS et va aller et se dit membre du comité des sages au nom de quel composant, dès lors que c'est 9 composants qui avaient signé l'acte d'engagement de Geval. C'est ça en fait. Est-ce que c'est ça la moralité publique? C'est ça la moralité des hommes politiques? C'est là qu'il faut véritablement chercher l'argent. Et même si, dans l'hypothèse, il formait un autre groupe avec Joseph Olengakoy, même si dans un groupe, la démocratie, c'est une gestion de contradiction. Lorsque on discute sur une question, nous sommes à 10. Alors maintenant, 8 sont d'accord sur la chose, 2 ne sont pas d'accord. Faut-il se retirer véritablement du groupe ou faut-il continuer son combat, même si la démocratie, c'est la loi de la majorité, avec la protection de la minorité. On continue jusqu'à ce qu'un jour, votre point de vue soit accepté. Et surtout que ces divisions interviennent généralement que lorsqu'on veut désigner les acteurs. Ces enseignements, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons... Qu'attendez-vous de Bruno Tshibala? Parce que de votre côté aussi, il faut reconnaître aussi que vous avez refusé de déposer une liste, vous avez refusé de rencontrer les chefs de l'État. Non, mais madame, on n'a pas refusé de rencontrer les chefs de l'État. Le chef de l'État est accepté comme notre chef de l'État. Nous avons signé l'accord du 31 décembre. Et nous avons reconnu Joseph Kabila comme président de la République dans les 12 mois qu'on doit pouvoir organiser des élections. Refuser d'aller les rencontrer, c'est... Mais quand il n'a pas appelé pendant les consultations... Non, nous on a d'abord écrit au président Kabila. Parce qu'en réalité, la discussion c'était entre les rassemblements et la majorité. Et c'est lui véritablement l'autorité morale de la majorité. Et on a écrit en bonne et due forme pour qu'il puisse nous recevoir. Vous avez suivi, à un moment donné, des coups de gueule mégaphonés de la part de la majorité qui ne voulait pas qu'on puisse voir véritablement le chef de l'État. Non seulement ça, vous savez, on a demandé à ce qu'on puisse voir le chef de l'État au travers la lettre qui a été rédigée par Étienne Tshisekedi, le défunt. On n'a pas accepté. Et même quand la séquence allait vers le président, il n'a pas pris la lettre. Il entendait que le leadership du rassemblement puisse se présenter. Et bien maintenant, tous ceux-là, ces idées font en commune. Et il n'y a pas longtemps, Félix Tshisekedi, qui est le leader naturel, c'est pas du rassemblement, avait écrit pour être reçu par le chef de l'État en bonne et due forme. Alors maintenant, on attendait qu'on puisse nous répondre, et c'était l'occasion maintenant que le président de la République prend la responsabilité, semble-t-il, devant l'histoire, pour décider de la manière dont il a décidé, en laissant les problèmes, gardant son poids, et en allant dans la direction de plâtrer, n'est-ce pas, la plaie. Et c'est ça, justement, le grand problème pour nous et pour l'ensemble de notre pays. Mais on n'a pas refusé. Et vous avez suivi la déclaration du rassemblement qui disait que, bon, on attend la volonté du président de la République pour qu'il pousse les choses dans le sens qu'on signe les arrangements particuliers, etc. C'est au même moment que le président donne un délai de 48 heures pour que les gens s'entendent, et les gens qui ne se sont pas entendus pendant 3 mois. Et il a donné 2 jours. Et voilà, donc il avait son candidat dans sa poche, dans son frigo, etc. Il a sorti, et c'est Bruno Tshibala qui est censé être
un ancien de l'IDPS dont on reconnaît ses qualités de pionnier, d'être Tshisekedi, à côté de Tshisekedi pendant autant d'années, etc. Maman, on est des chrétiens, non? Aujourd'hui, maman Mireille, tu es chrétien ou tu ne l'es pas? Es-tu en concordance avec les règles chrétiennes? On va te poser la question. Mais peut-être que ça fait 40 ans que tu es chrétien. Si aujourd'hui tu n'es pas en concordance avec la foi chrétienne, donc tu n'es pas chrétien, tu ne vas pas clamer que ça fait 40 ans que moi je suis chrétien, etc. Aujourd'hui, quel est votre aujourd'hui? C'est ça le grand débat. Et donc, Bruno, c'est vrai, il a été à l'IDPS, il a travaillé avec Tshisekedi, il a été même élevé au rang de rapporteur du rassemblement, mais il a tout oublié, tout s'est bien fait pour prendre une direction qui piétine Tshisekedi, sincèrement. Je ne sais pas là où il est, c'est bon, parce qu'il est auréolé d'un prestige d'être Premier ministre. Mais moi, je pense que lui qui a côtoyé Tshisekedi sait qu'il a piétiné Tshisekedi et l'esprit de Tshisekedi ne pourra pas être d'accord avec lui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population congolaise? Moi, d'abord, aux amis du rassemblement, on n'a pas encore réfléchi pour savoir comment on peut sortir de la crise. Moi, je pense qu'il y a un dialogue des sourds. Il y a un dialogue des sourds, mais il y a eu des avancées, des avancées positives par rapport aux discussions qui ont eu lieu. La première avancée, c'est que le président a fait mandat. Il ne pourra plus reprendre un autre mandat. Deuxième avancée, c'est que le président ne peut pas changer la Constitution. Troisième avancée, c'est qu'il n'y aura pas de référendum dans notre pays. Voilà, on a des acquis. Et troisième acquis, c'est qu'il faut organiser les élections apaisées et démocratiques. Dans les 12 mois, maintenant, on a consommé 4 mois. Parce qu'il n'y a pas une volonté dans les chefs de la mouvance de travailler dans la perspective qu'on se partage des rôles et qu'on puisse aller vers les élections apaisées. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut que les gens aillent dans la direction de pouvoir réclamer l'organisation des élections. Peut-être que bon, mettre un peu d'eau dans notre vin et se dire, mais qu'est-ce qui reste à faire pour qu'on organise les élections si nous engageons aujourd'hui à pouvoir aller dans la direction de ces élections-là. Peut-être que, bon, faire en sorte que le CENSA soit un vrai CENSA, c'est-à-dire le Conseil national de suivi de l'accord, pour qu'on voie comment les élections peuvent s'organiser dans les différentes séquences requises. Ça, c'est une discussion qui doit se faire, mais il faut que les gens aient de l'intelligence émotionnelle. Il faut que les gens ne mettent pas l'émotion devant la scène. Il faut que froidement qu'on analyse la situation, qu'on regarde les scénarios. Nous avons deux possibilités. On peut actionner l'article 64, c'est tout à fait normal. Et ça va nous prendre combien de temps? Et la confrontation, il faut faire l'analyse coût-bénéfice et risque de chaque scénario. Ça sera peut-être en faveur du président de la République parce que lui, il a des forces conventionnelles, il a l'armée, il a la police, il a l'argent, il peut se jouer avec tous les politiciens, même ceux qui, beaucoup qui sont au rassemblement, il peut véritablement les débloquer. Alors on fait comment? Si on met le cap vers les élections, et si on pousse à ce que ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui travaillent dans le sens de donner des moyens pour qu'on organise ces élections de manière transparente et démocratique, et on mobilise notre peuple autour de ça, il y aura moins de casse, mais on pourra véritablement réaliser l'alternance. Merci. C'est moi qui vous remercie.